Plus on descendait et plus il faisait sombre. Et ça craquait de partout. On avait la sensation de tomber en chute libre, dans le noir, à la vitesse d'un missile. Le charbon, chronique de la fin d'une époque. Puis on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de bruit, on s'aperçoit qu'il y a de la poussière, qu'il fait de plus en plus chaud. La révolution industrielle est un monstre qui se nourrit de charbon. Pour les États qui le produisent en grande quantité, c'est un gage de richesse et de puissance. La clé de la prospérité et de la mobilité. Mais aussi un facteur de guerre et de destruction. S'enfoncer dans les profondeurs, c'était à la fois aller vers les trésors du sous-sol, mais aussi descendre en enfer. Le charbon, la lente chute d'un empire. Seuls les chevalements sont visibles, au jour, comme disent les mineurs. Leur travail a lieu au fond, loin, très loin de la surface. Les dimensions sont colossales. Les bassins miniers ont fourni le carburant de l'Europe moderne. Sans la houille, l'industrialisation avec tous ses bienfaits pour la société n'aurait pas eu lieu. Nous allons tourner la page de 250 ans d'histoire industrielle. Imaginez que dans 10 ans, les usines allemandes produisent leur dernière voiture. Ça donnerait une idée de l'ampleur du phénomène qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire économique de notre pays. Nous assistons à la disparition complète et définitive d'un immense secteur industriel. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Europe compte des milliers de mines de charbon. En 2018, il n'en reste que 2 en Allemagne. La dernière descente aura lieu le 21 décembre 2018. Elle mettra fin à 220 ans d'histoire industrielle, pas seulement dans la Ruhr, mais dans toute l'Allemagne. La production de charbon et d'acier a été capitale pour tout le pays. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a permis de fabriquer des munitions, des armes, des chars et des canons. Alimentée par la houille, la Première Guerre mondiale a montré l'immense capacité de destruction de l'armement moderne. À la suite de la défaite allemande, la région de la Ruhr est démilitarisée. L'Allemagne s'engage à payer des réparations aux nations victorieuses. On a un peu de mal aujourd'hui à comprendre la dureté relative à l'égard de l'Allemagne qui avait présidé à la rédaction du traité de Versailles. Elle est liée à l'arrêt de l'extraction, à l'insuffisance notable de la ressource fondamentale dont la France a besoin pour assurer sa reconstruction, et cette ressource, c'est le charbon. Au lendemain de la guerre, les charbonnages du Nord-Pas-de-Calais se sont tus. Le principal bassin houillé français est dans le nord, et ces installations avaient été largement détruites au cours de la guerre. Il fallait donc compenser la chute de production. Le bassin le plus proche était en Sarre, et la région est passée de fait sous contrôle français. Sauf que ce que fournissait la Sarre ne suffisait pas. Il reste la Ruhr. Le traité de Versailles oblige l'Allemagne à livrer du charbon à la France. Au premier retard de livraison en 1923, les troupes françaises envahissent la région. Un acte illégal selon les Allemands. Officiellement,
La France vient seulement récupérer son dû. Mais elle a d'autres projets en tête. Je pense que foncièrement, la France aurait volontiers, entre guillemets, amendé le traité de Versailles et déplacé la frontière occidentale de l'Allemagne vers l'Est. Autrement dit, elle aurait bien aimé prendre le contrôle de la Ruhr. Contrôler la Ruhr, c'est contrôler le charbon allemand et donc l'économie allemande. Considérée comme une manœuvre d'affaiblissement politique et économique du pays, l'occupation soulève l'indignation de la population allemande. Une vague de résistance passive et une grève générale mettent la Ruhr à l'arrêt. L'exploitation du charbon est interrompue. Plus aucun train ne circule. Pour prendre en charge les salaires de 2 millions de travailleurs en grève, l'État allemand a recours à la création de monnaie. Et l'argent perd de sa valeur. Par la France, de la production du charbon de la Ruhr est ressentie comme un pillage. Du côté de la France, elle est ressentie comme une justice. Nous venons chercher du charbon. Le charbon dont notre ressource a été détruite. Un charbon qui, prélevé en Allemagne, sera la compensation de toutes les destructions opérées en 14-18. Et forcément, qu'en Allemagne, on peut difficilement comprendre cette préoccupation-là, mais en France, ce qu'on n'a pas vécu en Allemagne, de facto, c'est 4 années d'occupation qui ont été particulièrement dures et dont les séquelles sont épouvantables. L'économie allemande s'effondre. Pour les mineurs, les conséquences sont catastrophiques. Le secteur minier de la Ruhr n'a jamais employé autant de personnes qu'en 1923-1924. On n'était pas loin des 600 000 ouvriers. C'est un chiffre qu'on n'a plus jamais atteint par la suite. Et au plus fort de la crise économique, en 1932, ils ne seront plus que 190 000. En un peu moins de 10 ans, on a perdu 400 000 emplois. Au début des années 1930, beaucoup de mineurs se trouvent dans le dénuement le plus complet. On souffre de faim. La situation est désespérée. Il ne suffit pas d'avoir un emploi pour être à l'abri des difficultés. Les salaires sont misérables et les accidents toujours nombreux. Les maladies professionnelles font des ravages et les allocations vieillesse sont quasi inexistantes. La plupart des mineurs n'atteignaient même pas l'âge de la retraite. Mon grand-père, par exemple, vivotait péniblement. Il était toujours content d'être invité le dimanche chez nous à la maison, parce qu'il était sûr d'être convié au repas de midi. Aucun mineur n'est véritablement en bonne santé à l'issue de sa vie professionnelle. Tous les ans, ils sont des dizaines de milliers à souffrir de la silicose, le mal des mineurs. Ceux qui sont en incapacité de travail reçoivent des compensations insignifiantes. La silicose est de loin la première cause de mortalité chez les mineurs. La fin de vie des personnes atteintes de silicose était terrible. On repérait ceux qui étaient en phase terminale parce qu'ils passaient une grande partie de leur journée assis devant leur fenêtre ouverte pour happer de l'air frais. Et puis un jour, la personne disparaissait de sa fenêtre, ce qui indiquait qu'elle était morte. Les nationaux-socialistes mûrissent la vengeance de la guerre perdue. Ils promettent monts et merveilles aux mineurs en détresse
et récolte des soutiens de poids dans la Ruhr. Fritz Thyssen et son épouse ont arrangé la venue de Hitler au club de l'industrie à Düsseldorf. Ce club d'affaires réunissait tout ce que la Ruhr comptait de dirigeants économiques. Et cette région était alors le cœur battant de l'industrie allemande. Il a financé et soutenu Hitler et a en retour été invité au congrès du Parti national-socialiste. Meine deutschen Arbeiter, ich bin aus Eustedt herausgewachsen, bin einst unter euch gestanden, bin in 4,5 Jahren Krieg wieder mitten unter euch gewesen. J'ai grandi sous le national-socialisme. Pour un garçon, la voie était toute tracée. Ça commençait par la lecture du PIMF, le magazine des nazis destiné aux garçons, et ensuite jeunesse hitlérienne, préparation militaire, service du travail du Reich et Wehrmacht. Et tout ça se doublait de toute une propagande qui glorifiait le charbon. En 1938, Adolf Hitler se rend à Essen. Les nationaux-socialistes ont besoin de charbon. Le réarmement à marche forcée consomme des quantités d'acier astronomiques. Certes, les chars fonctionnent depuis longtemps déjà au pétrole, mais qu'à cela ne tienne. Les nazis construisent des usines qui transforment l'inépuisable charbon en carburant de synthèse. Hier sollen aus Kohle, Teer und anderen kohlehaltigen Ausgangsmaterialien Treibstoffe aller Art gewonnen werden. Auch diese gigantische Anlage wird dazu beitragen, Deutschland von der Benzineinfuhr möglichst unabhängig zu machen. Les charbonnages de la Ruhr ont atteint leur pic de production absolue au début de l'année 1939, avec plus de 130 millions de tonnes extraites. Grâce à ce charbon et à ses multiples transformations ultérieures, l'Allemagne a réussi à atteindre ses objectifs de réarmement. L'activité record de l'industrie lourde a rendu possible la Deuxième Guerre mondiale. La remilitarisation voulue par Hitler n'aurait pas été possible sans le soutien actif des magnats du charbon et de l'acier. À moins de se porter volontaires, les mineurs étaient exemptés de la conscription militaire. Il fallait garder les ouvriers dans les mines parce qu'on avait besoin de charbon. À l'époque, on appelait ça le front intérieur. Les uns trimaient ici pour que les autres puissent aller à la guerre. L'attaque de la Pologne marque le début de la Deuxième Guerre mondiale. En 1940, la France est balayée en 6 semaines seulement. Dans le Nord-Pas-de-Calais, l'administration des mines passe sous contrôle direct de l'occupant allemand. La stratégie de guerre nationale socialiste exige un approvisionnement énergétique gigantesque. Ce charbon, dont une part notable est prélevée par l'autorité d'occupation, il est bien évident que, encore une fois, il sert à faire la guerre. Que ce soit pour fabriquer de l'acier, donc des armes, que ce soit pour faire circuler des trains qui transportent des troupes, par exemple. Encore une fois, le charbon, ça peut servir et ça sert, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à se battre. Le charbon, ça sert encore à faire la guerre.
Les Allemands réduisent les rations alimentaires des mineurs français et augmentent le temps de travail. À la fin du mois de mai 1941, les mineurs se mettent en grève et refusent de travailler pour justement se révolter contre ces conditions de travail et contre les conditions de rationnement. Et ce qui va se passer à ce moment-là, premier acte de résistance contre l'occupant, un événement incroyable, puisque dès le lendemain, qui sont en grève, ce sont les ouvriers des autres compagnies minières, le lendemain, le surlendemain et jusqu'à la fin du mois, pour en arriver à une situation qui devient extrêmement critique. Bravant l'interdiction de l'occupant, 100 000 mineurs se mettent en grève. La répression va être terrible pour les mineurs, puisque l'idée c'est de faire peur et l'idée principale c'est de dire la menace pèse sur chacun d'entre vous. Ça ne sont pas forcément les meneurs qui vont être arrêtés, mais on va choisir 450 mineurs qui vont être arrêtés, emprisonnés, et 244 d'entre eux qui vont être envoyés à la fin du mois de juillet au camp de Sachsenhausen, et la moitié qui ne reviendra pas. Donc un événement terrible, mais un événement extrêmement important dans notre histoire aussi, puisque c'est pour la première fois un acte de résistance massif contre l'occupant. Et on est en mai et en juin 1941. Sans charbon, les rouages de la Wehrmacht s'enrayent. Les besoins du Troisième Reich ne cessent d'augmenter au fur et à mesure que la guerre s'étend. Fin 1941, on a créé un organisme qui réunissait tous les exploitants du charbon allemand. La Reichsvereinigung Kohle. Comme la fédération avait été créée par les acteurs de la branche, elle avait en quelque sorte une obligation de réussite, ce qui voulait dire augmenter la production. Et pour ça, il fallait plus de main-d'œuvre. Or, les seuls ouvriers disponibles se trouvaient dans les territoires conquis. Les travailleurs forcés sont utilisés comme mineurs de fond. Les pays occidentaux, particulièrement la France et la Belgique, fournissent les premiers contingents. Puis, les pays de l'Est prendront la relève. Les conditions de travail sont épouvantables et se dégradent encore après 1941. Les tâches physiques les plus rudes étaient exécutées par les prisonniers de guerre et les civils soviétiques. Leur ration de nourriture était tout à fait insuffisante et nettement inférieure à celle des mineurs allemands. Elles étaient même inférieures à celles des autres travailleurs étrangers. Ce traitement n'obéissait à aucune logique économique. Il relevait uniquement de considérations racistes et idéologiques. On exploitait cette main-d'œuvre sans aucune considération pour les pertes humaines. Les charbonnages de la Ruhr emploieront à eux seuls 350 000 travailleurs forcés. Des dizaines de milliers y laisseront la vie. La population civile n'est pas aveugle, mais elle est accaparée par ses propres malheurs. En 1944, j'avais 12 ans. Il y a eu un assaut aérien particulièrement terrible sur une usine de liquéfaction de charbon. L'impact des bombes faisait trembler la terre, même notre bunker, dans lequel on était littéralement serrés comme des sardines. En règle générale, les mères et les enfants se réfugiaient dans les bunkers, mais pas les pères. Les autorités avaient expliqué à mon père qu'il suffisait d'aménager la cave de notre maison comme une galerie de mine pour y dormir en toute sécurité. C'est ce qu'il a fait. On lui a assuré que l'installation résisterait aux bombes.
Quand je suis sorti du bunker, je me suis tout de suite dirigé vers notre maison, qui n'était qu'à quelques centaines de mètres de là. L'usine brûlait encore. On entendait quelques explosions éparses qui libéraient des gaz toxiques qui se propageaient au-dessus du quartier. Et pendant que tout ça continuait, les secours déblayaient ce qui restait de notre maison. C'est comme ça qu'ils ont trouvé le cadavre de mon père. La mère de Heinz Assmann se retrouve seule avec ses enfants, sans foyer. Hitler avait semé l'espoir d'un avenir meilleur pour les ouvriers. Encore une fois, il ne récolte que la misère. Il y avait un quartier pour les mineurs et un pour les employés, qu'on surnommait le quartier des fonctionnaires. On nous avait attribué 2 chambres mansardées dans une des maisons de ce quartier. Nous sommes arrivés devant la maison, nous avons sonné, la maîtresse de maison nous a ouvert, nous a regardé du haut de son petit escalier et nous a dit « Vous comptez entrer chez moi par cette porte? Non mais, vous avez vu comme vous êtes sale? Passez d'abord par la buanderie pour vous laver avant de pouvoir mettre un pied dans cette maison. » Voilà à peu près ces mots. Ce jour-là, j'ai compris ce que c'était d'être pauvre. Non seulement on ne possède rien, mais on est aussi humilié. Depuis des décennies, les mineurs luttent pour leurs droits, en vain. En 1945, toute l'Allemagne est au bord du gouffre. C'est à peine descriptible. Les villes étaient complètement détruites. Mais nous savions aussi que la mine allait nous maintenir en vie. C'était un champ de ruines. La ville de Gelsenkirchen était déclarée zone sinistrée. Des rues entières avaient été rayées de la carte. Pour marcher dans les rues, il fallait se frayer un chemin à travers les gravats. On ne savait pas où aller. C'était l'hiver, 1945. Que faire des villes et des charbonnages détruits? Les Alliés hésitent. Les raser une fois pour toutes ou les reconstruire? Et que faire des propriétaires des mines, les magnats du charbon? Les grands industriels étaient totalement discrédités aux yeux des Alliés. Et un certain nombre de cadres dirigeants ont d'ailleurs été internés. Le plus célèbre d'entre eux est Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. Dans la Ruhr, à peu près tout le monde connaît ces images où il est emmené à l'arrière d'une Jeep américaine. Les vainqueurs étaient unanimes pour dissocier les charbonnages de leurs propriétaires historiques. Sauf qu'au-delà de ce consensus, personne ne savait vraiment comment régler le problème. L'expropriation restait une option, mais elle a été repoussée. Nationalisés pour pacifier la question du charbon, les Français ont commencé dès 1944 à transférer les mines aux mains du peuple. En 1947, tous les charbonnages britanniques passent sous contrôle du National Coal Board.
Quand l'industrie a été nationalisée, on a apposé sur les portails et les bâtiments des carreaux de mine des pancartes qui expliquaient que les sites seraient désormais administrés au nom du peuple. Et au début, dans les années 1940 et 1950, même les administrateurs y voyaient une opportunité de tourner la page des conflits industriels et des drames des années d'avant-guerre. Et en Allemagne, les charbonnages de la Ruhr font partie de la zone d'occupation britannique. Français et Britanniques plaident pour une nationalisation, mais les Américains font barrage et repoussent toute décision. Il y a urgence pourtant. Le pays est dans une situation catastrophique. Il fallait chauffer, il fallait acheminer la nourriture. Le charbon était indispensable. Mais pour l'exploiter, il fallait des bras. En 1946-1947, les Alliés ont eu du mal à attirer de la main-d'œuvre dans les mines. Der Schlüssel zum Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft ist Kohle. Mit dem Zusammenschluss der Westzonen wurden daher Sofortmaßnahmen eingeleitet, die Ruhrkohlenförderung mit allen Mitteln zu steigern. Le pays est affamé et a besoin d'énergie. Toute la population est mobilisée, y compris les enfants. Heinz Assmann a 13 ans. Un jour, ma mère a dit « Ça ne peut pas continuer comme ça. On va aller voir le directeur de la mine, il a promis que les enfants seraient pris en charge. » Elle a été reçue sur le champ. « Chère Madame Assmann, les temps ont changé. Aujourd'hui, les Anglais me demandent de remplir des objectifs de production très élevés. Mais je ne sais pas comment les réaliser. Ils ont tout détruit. Et maintenant, ils nous demandent de leur fournir du charbon. Votre fils peut commencer dès aujourd'hui. » Et puis, il a noté sur une petite fiche. Assmann, embauché. Le 8 janvier 1946. Eines der schwersten Grubenunglücke Deutschlands ereignete sich auf der Zeche Grimberg bei Unna in der Nähe Dortmunds. Durch eine Explosion in den Schächten der Monopolgrube wurden 498 Bergleute verschüttet. Tôt ou tard, ça devait arriver. L'abattage du charbon génère de la poussière de carbone qu'il faut régulièrement dégager. Mais les ouvriers qui s'en occupaient normalement avaient été affectés ailleurs parce qu'on était obsédé par le rendement. Il fallait du charbon, toujours plus de charbon. Le gaz de couche, plus connu sous le nom de grisou, est essentiellement composé de méthane qui est piégé dans le charbon. Il est libéré à l'abattage, se répand dans les galeries et à la moindre étincelle, il explose. Ce sont les fameux coups de grisou. Cette déflagration initiale va soulever le poussier, l'autre grand ennemi du mineur, qui va également s'enflammer et provoquer les coups de poussier. Ce que le coup de grisou n'a pas détruit, le coup de poussier s'en charge. Nach der Katastrophe setzten sofort die Rettungsarbeiten in großem Umfang ein. Aber es gelang nur, 84 der Eingeschlossenen zu retten. Fahrräder der verunglückten Bergleute. Il s'agit du plus grave accident de l'histoire de l'exploitation minière ouest-allemande. Des familles ont perdu 2, voire 3 membres masculins. Ça a été une véritable tragédie humaine. Marquée par la misère et les catastrophes, cette période connaît toutefois quelques rares épisodes heureux. Soirée d'ouverture de l'édition 2018 des Ruhrfestspiele, l'un des plus anciens et plus importants festivals de théâtre germanophone fondés après-guerre. L'hiver 1946-1947 a été particulièrement rude.
un des plus froids du siècle dernier. Le Théâtre national de Hambourg n'avait plus les moyens de chauffer ses salles. Du coup, une délégation est partie dans la Ruhr pour essayer de récupérer du charbon. La première mine sur laquelle ils sont tombés était la mine König Ludwig à Recklighshausen. Ils sont allés voir directement les mineurs pour leur expliquer qu'ils avaient besoin de charbon, mais qu'ils ne pouvaient pas le payer. Et les mineurs leur ont fourni du charbon en le détournant quasiment au nez et à la barbe des soldats britanniques. Le festival est né de cet acte illégal. En guise de remerciement, les comédiens ont monté une pièce de théâtre à laquelle ils ont convié les mineurs. C'est un vrai conte de fées. Zum ersten Mal in der Geschichte der Chemie ist es den deutschen Fettsäurewerken in Witten an der Ruhr gelungen, ein Naturprodukt, nämlich Butter, auf chemischem Wege in großem Umfange herzustellen. Bei der chemischen Verarbeitung der Kohle entsteht Paraffingatsch. Dieses Nebenprodukt wurde bisher kaum ausgewertet. Heute wird daraus unter Zusetzung von Glycerin eine der Naturbutter gleichwertige Kunstbutter gewonnen. Der Erfinder Dr. Imhausen bietet eine Kostprobe an. Un délice annoncé qui pourtant ne s'imposera pas. Pendant ce temps-là, le charbon poursuit sa renaissance. En 1945, la production s'élève à 40 millions de tonnes. 3 ans plus tard, en 1948, elle avoisine les 100 millions. L'ancien moteur de la folie nationaliste s'est mué en sauveur de la nation. Le Deutschmark est introduit en 1948. La République fédérale d'Allemagne est fondée l'année suivante. La houille a été la première source d'énergie de la reconstruction allemande. Sans elle, le fameux miracle économique aurait été impensable. Aus allen Teilen Deutschlands strömt ein Heer von jungen Männern in das Ruhrgebiet. Ungelernte, doch unersetzliche Hilfskräfte für die Kohlengewinnung. Mit dem Förderkorb geht es in die Tiefe an den neuen Arbeitsplatz. Diese jungen, ungelernten Arbeitskräfte sind wichtigste Helfer jeglichen Wiederaufbaus. Es blieb ja gar nicht viel anderes übrig. Schließlich musste On n'avait pas le choix, il fallait bien gagner de l'argent pour manger, pour vivre. Die Familie ernährte. J'étais encore en âge d'être scolarisé, mais j'étais déjà soutien de famille. En 1950, le nombre de mineurs allemands dépasse à nouveau le demi-million. Je suis allé très tôt à la mine, comme nous tous. Quand on décidait de quitter l'école, on avait droit à tous les égards au moment de la première visite de l'entreprise. On nous servait du cacao, des petits pains ou du gâteau, et on nous expliquait à quel point c'était merveilleux de travailler ici. Et c'était pratique, la mine était à 5 ou 10 minutes de chez nous. C'était comme ça à l'époque. On commençait à la mine et on la quittait pour partir à la retraite. La technologie moderne ne pénètre que timidement dans les puits et les galeries. Au début des années 1950, le travail au fond reste dur et dangereux. C'était produire ou crever. Le charbon passait avant tout le reste. L'humain était secondaire. Le week-end, les mineurs ramenaient leurs affaires sales à la maison. Généralement, on mettait de vieux habits de ville quand on allait au fond.
Nos pauvres femmes passaient leur week-end à faire des lessives, parce qu'il fallait que tout soit propre et sec pour le lundi matin. C'était un vrai travail physique. Il fallait passer le linge à la lessiveuse et puis le battre. Les différentes classes sociales ne se côtoient pas dans les années 1950. Il arrivait que je descende le samedi soir et que je remonte le dimanche matin à 8 heures. Dans la rue, je croisais tous les gens endimanchés qui allaient à l'église. Pendant que moi, je rentrais de la mine avec mon ballot d'affaires sales. On avait parfois l'impression de ne pas faire partie de la même société. On se sentait exclu. Le mythe du mineur de fond infatigable, courageux et solidaire atteint son apogée. Le monde, il devient différent parce que moi, je me suis aperçu, malgré qu'on est à la tâche et que c'est un travail individuel, quand le copain y appelle, on va lui donner un coup de main. Si j'appelle le copain, il vient. Et pour moi, ce qui a fait le plaisir du métier de mineur, c'est cet esprit de solidarité. On était tous solidaires, on était camarades, voilà. Et ça, ça n'a pas de prix. Moi, j'ai toujours dit, peu importe les périodes, la mine, elle a toujours tué et elle tuera toujours. Le mineur, il sait qu'il y a du gaz, il sait qu'il y a de la poussière, il sait que parfois il fait très chaud. Donc il connaît toutes les conditions. Et pourtant, il continue. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il aime bien son métier. À plus d'1 kilomètre sous terre, l'environnement est soumis à des forces phénoménales. On ne supprimera jamais le risque d'une chute de pierre, mais on peut le circonscrire grâce au savoir des mineurs. Tous les mois, j'allais harceler la direction. Vous devez faire quelque chose pour la sécurité. Il y a encore eu un mineur accidenté. Ce n'est pas une fatalité. Il fallait surtout que ça rentre dans le crâne des cadres intermédiaires. C'est le mineur qui fait le boulot. C'est donc lui qui sait le mieux comment se protéger. En 1951, le gouvernement allemand décide que les salariés des industries du charbon et de l'acier seront associés à la gestion des établissements. Les patrons acceptent aussi parce que la menace d'une expropriation plane toujours. La loi de cogestion fixe le droit de participation des salariés aux décisions relatives à leur établissement. Les mineurs se sont battus pendant des décennies pour obtenir ce droit. C'est un tournant dans l'histoire du charbon allemand. Qu'il s'agisse des conditions de travail ou des salaires, les mineurs ont désormais leur mot à dire. La nouvelle convention collective marquait aussi une forme d'intégration du mineur au reste de la société, comme un rattrapage. Le fait que l'habit professionnel était désormais fourni et lavé par l'employeur était un progrès social, mais aussi sociétal. Le personnel administratif, les chefs de fond, chefs d'équipe, chefs de poste, les directeurs, eux, bénéficiaient depuis toujours de vêtements de travail. Ja, der Großraumzug nach Frankreich fährt jetzt ab. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'accès au charbon et à l'acier de la Ruhr avait été la principale source de tension en Europe. Les vainqueurs tendent désormais la main à leur ancien ennemi. On voulait intégrer l'industrie allemande dans le réseau international pour empêcher que le pays fasse cavalier seul et redevienne une menace sérieuse. In Paris unterzeichneten die Vertreter der 6 westeuropäischen Partnerstaaten den Schuman-Plan.
Bundeskanzler Dr. Adenauer unterschrieb in seiner Eigenschaft als Außenminister. Ce qui a changé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on ne traitait plus les perdants comme on l'avait fait jusque-là. Avant, le vainqueur cherchait toujours à humilier le vaincu. Eisen und Stahl hat in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrzehnten, in den vergangenen Jahrhunderten, beim Kampf der europäischen Völker gegeneinander eine verhängnisvolle Rolle gespielt, denn alle Waffen waren ja aus Eisen und Stahl. Adenauer, De Gaulle, Robert Schuman, Jean Monnet, ceux qui ont conçu ce modèle voulaient en finir avec les vieux réflexes, les Allemands d'un côté, les Français de l'autre, pour enfin agir ensemble au sein de la communauté du charbon et de l'acier. C'est ce qui a été le véritable pas révolutionnaire qui a mené à l'unification européenne. Depuis plus d'un demi-siècle, les pays de l'Union européenne vivent en paix. C'est une première dans l'histoire du continent. Ancien facteur de rivalité et de guerre, le charbon incarne désormais le progrès et la prospérité économique et sociale. C'est assez symbolique que l'on mette en commun le charbon de l'Allemagne, de la Belgique, de la France notamment, un charbon qui de toute façon appartenait au même gisement. Un gisement qui avait été haché par des frontières qui, depuis le XVIIIe siècle, avaient pu bouger, mais avaient découpé ce bassin minier en multiples dépendances. C'est une sorte de retour, de prise en compte d'une nature, parce que le bassin minier, entre la France, la Belgique, l'Allemagne, en réalité, il n'a pas de frontières. 6 ans à peine après la débâcle, l'Allemagne peut pacifiquement se consacrer à la reconstruction. C'est le miracle européen. Sous peu, la Ruhr sera considérée comme la région la plus riche d'Europe. Krupp et les autres magnats du charbon jouent à nouveau les premiers rôles. La menace de l'expropriation n'est plus qu'un mauvais souvenir. En 1957, l'Allemagne compte 173 mines et plus de 600 000 mineurs. Derrière le miracle économique, il n'y a pas de miracle. Il y a le travail des gens. Mein lieber Heinrich, im Namen deiner Kollegen und von 4000 Belegschaftsmitgliedern zu deinem heutigen Ehrentage allerherzlichsten Glückwünsche. L'Allemagne et surtout son économie réclamaient du charbon. On a mis le mineur sur un piédestal. Il est devenu le héros de la nation. Doch König Kohles Thron wankt. Selbst an seinem Hofe, in den Verwaltungsgebäuden der Bergbaugesellschaft, fragt man sich heute besorgt, muss er abdanken? Ist seine Zeit vorüber? C'est arrivé de nulle part. Un coup de tonnerre. En 1957-1958, on en était encore à vouloir produire toujours plus de charbon. La décennie prodigieuse du charbon européen est révolue. Sur d'autres continents, les gisements de houille sont moins profonds qu'en Europe et en partie exploitables à ciel ouvert. Les coûts de production sont jusqu'à 4 fois moins élevés. L'ère du pétrole a commencé. Pétrole et charbon d'importation à bas prix inondent le marché européen. Hier encore, moteur du miracle économique, le charbon domestique ne trouve plus preneur. En 1959, les mineurs marchent sur la capitale allemande. Encore une fois, ils vont au front. Mais cette fois, ce ne sont ni leurs droits ni leurs salaires qui sont en jeu. C'est leur existence même et celle de toute une industrie. Mon roi, dis-moi, où trouverais-tu ton charbon si le mineur n'allait pas au fond? On nous avait portés au nu. On était les piliers de la nation. Ils ne pouvaient pas nous traiter comme des moins que rien qu'on renvoie une fois le travail accompli. Les mineurs sont mis au chômage, les puits se meurent. La France est frappée par la même crise et là aussi, les gueules noires se défendent.
1963, effectivement, on va avoir un mouvement social extrêmement important, un mouvement comme on n'en avait jamais vu en France, puisque toute la corporation minière va se mettre en grève. Toute la corporation minière, ça veut dire tous les mineurs de France, quelle que soit son origine syndicale, puisque tous les syndicats vont s'unir dans ce mouvement de protestation contre la fin programmée des mines. 35 jours de grève, sans salaire, pour ne pas disparaître. Je me souviens que c'était quand même, bon, puis il faisait froid, on n'avait plus de charbon, on n'avait pour ainsi dire plus rien, mais mes frères et sœurs, ils ont parti, bah, tant mieux. Hein, il y a eu quand même la chance des familles qui ont pris les enfants de mineurs. Pour le gouvernement, le charbon est une source d'énergie obsolète. Le général de Gaulle, si je me souviens, qui était au pouvoir, il avait dit si les mineurs ne veulent pas reprendre le travail, bon, on va lancer le nucléaire. Le nucléaire qui va remplacer le charbon, etc. Donc les mineurs ils ont dit, bah, je crois que c'est tout. On est dans un système de fermeture, on pourra faire ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. Mais les mineurs restent puissants en France aussi. Leur mouvement est soutenu au-delà des frontières. Ils vont avoir un soutien de toute la population. Toute la population française qui va venir aider la corporation minière. L'aider en leur envoyant des dons. Et quand on parle des relations entre les peuples de la mine, ce qui est d'extrêmement intéressant, c'est que des dons ont afflué de partout, pas seulement de France. Des dons sont venus des mineurs allemands. La crise écologique vient se greffer sur les problèmes économiques. Le charbon est le carburant de la prospérité. Mais la prospérité se paie au prix fort, la pollution. La transformation du charbon en coke libère de la suie et des poussières toxiques. Quand on approchait de Dortmund au retour des vacances, on distinguait bien le nuage suspendu au-dessus de la ville. À midi, les chemises blanches étaient sales et les employés avaient des chemises de rechange qu'ils enfilaient pour les réunions de l'après-midi. Und nun stehe ich hier mitten in Gelsenkirchen in einer Geschäftsstraße, mitten im Smog. Nun schauen Sie sich bitte einmal diese Stadt an, sofern man überhaupt noch etwas sehen kann. Il y avait une coquerie qui puait incroyablement. Quand j'étais obligée de passer à côté, j'accélérais le pas en retenant ma respiration tellement ça sentait l'œuf pourri. C'était vraiment une odeur horrible et dégoûtante. Ja, ich muss sagen, also wenn ich so ausspuck, das ist richtig, als wenn ich in der Grube gewesen wäre. Mein Mann, der hat früher erzählt, der Kohlenstaub, der setzt sich so auf die Brust, aber jetzt setzt sich der Brust hier über Tage schon auf die Brust. Ich finde das eine Schande, dass uns sowas zugemutet wird, in dieser Luft zu leben. Dès 1961, le candidat à la chancellerie, Willy Brandt, promet que le ciel du bassin de la Ruhr redeviendra bleu. Mais la pollution de l'air n'est pas le seul problème écologique de la région. À force de creuser des galeries pour extraire le charbon, on crée de grands espaces vides. Et avec le temps, le sol en surface s'affaisse. Imaginez qu'on ait creusé 10 galeries superposées, dont chacune aurait une hauteur d'environ 1,50 m. Additionné, ça fait 15 mètres de vide sur lesquels repose une montagne. Donc, dans les zones où on a beaucoup exploité le charbon sous terre, le sol s'abaisse lentement. Les rivières et les canaux sont cernés par des digues pour éviter qu'ils n'inondent des zones entières. Ma mère avait une amie qui vivait dans une maison juste à côté du canal. Quand j'étais enfant, j'aimais regarder passer les bateaux. C'était essentiellement des péniches qui transportaient du charbon, bien sûr. Je m'en souviens très bien parce que ça me passionnait. Eh bien, aujourd'hui, cette maison est plus basse que le canal. Il faudrait que je monte sur le toit pour espérer apercevoir l'eau.
Je pense qu'elle a bien dû descendre de 10 ou 12 mètres. Mais le processus que je vous décris là s'est étalé sur une quarantaine d'années. C'est lent. Quand on est sur l'autoroute, on repère bien ces cuvettes de dépression dans le paysage. Elles sont souvent dues à l'exploitation minière. La crise des années 1960 exige un changement des mentalités, de la part de tous. Dans ma rue, 5 hommes sur 6 travaillaient à la mine. Quand un garçon arrivait à l'âge où il fallait décider de son avenir, le choix était tout vu. Tu iras à la mine. Pour moi, ça s'est passé en plein repas dominical et ça a tourné au drame. À un moment donné, ma mère a dit à mon père, « Stéphane, il faut vraiment que tu décides de ce qu'il va faire. Il a bientôt fini l'école. Ben, il ira à la mine. » Et là, j'ai dit, « Non, je n'irai pas. » Mon père en a lâché ses couverts. Puis il s'est tourné vers ma sœur aînée. « S'il y tient tellement, on va aller l'inscrire à la ville. Ils lui feront passer un examen et il le ratera de toute façon. » Vous comprenez? En ville, c'était là que vivaient les docteurs, les avocats, les profs, les fonctionnaires. C'était un autre monde. Le charbon a fait la fortune de la Ruhr. Mais la région est mal préparée aux bouleversements qui s'annoncent. Au XIXe siècle déjà, l'empereur et Bismarck étaient unanimes pour dire qu'il n'y aurait pas de garnison ni d'université dans la Ruhr. Le défaut des universités, c'est de rendre le peuple plus intelligent, voire de former des esprits séditieux. Sous les nazis, il n'y a pas eu d'université non plus. La Ruhr ne servait qu'à être pressée comme un citron pour les besoins de la guerre. C'est au milieu des années 1960 seulement que la région accueille sa première université. Beaucoup d'autres vont suivre. On dit que la Ruhr compte aujourd'hui plus d'universités que n'importe quelle autre région européenne. L'université de Duisburg-Essen possède un taux au-dessus de la moyenne d'étudiants de première génération, c'est-à-dire d'étudiants dont les parents n'ont jamais suivi d'enseignement supérieur. Aucune autre université allemande ne fait mieux. Ça montre que les principes d'égalité des chances et de droit à l'éducation qui ont guidé la fondation de ces lieux sont toujours d'actualité. La société n'en a pas encore conscience, mais un changement d'époque se prépare. La fin du charbon en Europe. Ce qui veut dire aussi le début de la sortie de l'ère industrielle. Tout au long des années 1960, la politique tentera de limiter la casse en réduisant progressivement le nombre de mines. Il y a eu la mise en place de primes à la fermeture. Mais au milieu des années 1960, ces primes reposaient sur des critères essentiellement économiques, ce qui a donné lieu à des aberrations, comme celle de la fermeture de la mine Bismarck. La mine Graf Bismarck, à Gelsenkirchen, appartient à une société pétrolière allemande. 8000 employés, le charbonnage le plus moderne d'Europe. En février, on annonce que la mine fermera ses portes, à l'automne. On dit que la fermeture de la mine a rapporté près de 100 millions de marks à son exploitant. L'État payait pour chaque tonne qui n'était pas extraite. L'opinion qui prévaut alors, c'est que le pays compte trop de mines et qu'il suffirait d'en réduire le nombre pour que le secteur redevienne rentable. Plus d'une centaine de sites sont fermés au courant des années 1960. En 1968, l'Allemagne compte 72 mines et 264 000 mineurs. L'État s'est mis à intervenir. Tous les gouvernements craignaient de voir les mineurs de la Ruhr hisser les drapeaux noirs et marcher sur Bonn, qui était encore la capitale du pays.
C'est pour ça que l'État a fini par accorder des subventions. Les mines de charbon allemandes vivent désormais sous perfusion de l'État. Quand je pense au nombre de descentes de puits que j'ai effectuées en compagnie de chanceliers et de ministres, tous étaient impressionnés quand ils voyaient le travail qui était accompli là en bas. De sauveur de la nation, le charbon devient cause nationale. Gerade weil eure Arbeit, liebe Bergleute, härter, aufreibender, gefährlicher ist als die in anderen Berufen, wisst ihr besser als andere, was es sagen will, für andere einzustehen. Glück auf! La nation affiche sa solidarité. Les responsables politiques des années 1960 savaient que la fin du charbon était inéluctable et qu'ils ne pourraient pas mettre la main au portefeuille éternellement. La situation était un peu similaire à ce qui se passe aujourd'hui avec le passage à l'économie numérique. La politique ne peut pas faire de miracle, mais elle peut préparer le terrain pour limiter les dégâts. Ainsi naît la Ruhrkohle AG. Cette société anonyme, qui a pour associer les sociétés minières, agrège les charbonnages encore en activité. On compte sur les synergies et les planifications concertées pour dessiner un avenir avec le charbon allemand. Un renouveau ou le début de la fin? Ich wehre mich dagegen, man muss mit dem Strukturwandel beginnen. Je m'insurge quand j'entends dire qu'il faut initier le changement structurel. Le changement structurel est un processus permanent qu'on ne peut pas démarrer ou arrêter en appuyant sur un bouton. Quand la Ruhrkohle AG a été créée en 1968-1969, personne n'imaginait qu'on s'acheminait vers la fin du charbon. Il s'agissait de s'adapter sans trop causer de dégâts sociaux. À cette époque, la mine a encore besoin de bras. À partir des années 1960, c'est souvent à l'étranger qu'elle doit aller les chercher. L'Allemagne, la terre promise. On n'entendait parler que de ça. Un matin, je suis passé devant notre agence locale pour l'emploi. Il y avait une annonce manuscrite affichée dans la vitrine. Recherchons apprentis pour l'Allemagne. Jusque dans les années 1970, l'industrie houillère fait venir des dizaines de milliers de Gastarbeiter, ou travailleurs invités, comme on les appelle alors en Allemagne. Le charbon reste encore une force économique capable de transformer la société. Le miracle économique devait forcément être une réalité. Sinon, à quoi bon aller chercher tous ces gens, souvent adolescents? En 1971, Michael Zoppi a 16 ans. Avec son meilleur ami, Ahmet, et 15 autres Turcs, ils sont logés dans un foyer pour jeunes. La mine utilise désormais des technologies de pointe, pilotées par des spécialistes. Mais sous terre, le travail est toujours aussi dur et archaïque. On ne nous a pas laissé le choix. Pendant la formation, on a demandé à notre formateur si on ne pouvait pas s'orienter vers un autre métier, électricien ou serrurier. Il nous a répondu « Je ne peux rien faire pour vous. Il faut aller voir ça avec le responsable. » On est allé toquer à la porte du bureau, on a entendu grommeler et on est entré. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne l'oublierai jamais. On était jeunes, sans expérience, un peu perdus. Avec les rudiments d'allemand que j'avais appris, j'ai essayé de lui expliquer qu'on voulait changer de formation, qu'on préférait devenir serrurier ou électricien plutôt que mineur. Quand il a fini par comprendre ce qu'on voulait de lui, il nous a fait, et ça non plus je ne l'oublierai jamais,
Écoutez-moi bien, je vous colle à tous un timbre au cul. Et comme ça, vous pourrez retourner d'où vous venez. On a fait demi-tour, on est ressorti et on n'a plus jamais abordé le sujet. Beaucoup de choses ont changé depuis la révolution industrielle. On ne transige plus avec la sécurité au travail, un principe que les syndicats ont remporté de haute lutte. Mais à 1 kilomètre sous terre, la présence de la mort plane toujours. Le 5 mars 1973, on est descendu au front de taille, là où on abat le charbon. Notre tâche consistait à déplacer les soutènements qui tiennent le toit des galeries. Il fallait dévisser les tensions verticales, puis enlever la pièce horizontale en fer, le chapeau. Cette pièce mesurait 1,50 m et pesait un âne mort. Un peu plus loin, il fallait la glisser sous le toit et la maintenir en l'air jusqu'à ce qu'on ait revissé les étançons qui l'étayaient des deux côtés. Il faisait assez sombre, il y avait de la poussière, et le convoyeur blindé qui transportait le charbon était en marche. Ahmed était chargé de maintenir le chapeau. J'ai pris les tançons, je l'ai amené à l'avant, et quand je me suis retourné, j'ai vu Ahmed à terre. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'ai vu du sang qui sortait de ses oreilles. Il est mort en quelques secondes. Suite à ça, on a réussi à tous se réunir et pendant 2 jours, on a refusé de descendre dans le puits. Son corps a été transféré en Turquie, accompagné d'un employé de la boîte et d'un interprète. On a à peine eu le temps de prendre la mesure de ce qui s'était passé, qu'il était déjà parti. Fin 1973, le gouvernement allemand impose 4 dimanches sans voiture. Le choc pétrolier est passé par là. Et le déclin spectaculaire du charbon dans le mix énergétique de l'Europe se fait cruellement sentir. Sa part était de 50% en 1958. 15 ans plus tard, elle est de 20%. Le comeback de la houille a-t-il sonné? Eine neue Technologie verändert das Ruhrgebiet. Jedenfalls in der Grube Hansa, wo Wasser die Fördertechnik von einst abgelöst hat, die aus sicherer Entfernung gelenkt wird. Hansa ist die erste Grube Westeuropas, die zur Hydrozeche umgebaut wurde. Kohle wird hier allein mit Wasserkraft gewonnen. Und die Bergarbeiter müssen künftig weder Staublunge noch Explosion fürchten. Die Grube Hansa schien schon abgebaut. Der Trick mit der Wasserkanone hat 1500 Arbeitsplätze gerettet. Und er hilft, das nach der Ölkrise eingesetzte Comeback der Kohle technisch abzusichern. C'était assez déroutant pour nous, jeunes cadres dirigeants. Tout à coup, on nous convoquait et c'était « Allez, trouvez-nous des idées pour augmenter la production ». Ça donnait des slogans comme « 90 pour 90 »,« 90 millions de tonnes pour 1990 ». L'ambiance était presque euphorique. La persistance de certains sites toujours exploités aujourd'hui, comme la partie nord de Prosper Aniel, résulte directement de choix d'investissement faits à cette époque. Sans le choc pétrolier, l'exploitation houillère aurait déjà disparu depuis longtemps. Le destin du charbon montre que le changement permanent est la seule constante de l'histoire. Le terme de sécurité énergétique se banalise. Il ne faut pas oublier que l'électricité ne peut pas être stockée. La production électrique est donc essentielle pour l'économie d'un pays. Il était acté que nous avions besoin du charbon. Les coûts d'extraction locale étant plus élevés que les prix à l'importation, il fallait que la différence soit répercutée sur l'usager, c'est-à-dire les producteurs d'électricité et l'industrie sidérurgique. Et ceux-là se sont engagés à se fournir exclusivement en charbon allemand. Quant aux particuliers, ils payaient leur électricité un peu plus cher. C'était ça ou rien. En 1984, il reste encore 34 sites
et près de 170 000 mineurs. Les milliards continuent d'irriguer le secteur pour protéger l'industrie et ses emplois. On peut bouleverser les structures d'un coup. C'est une forme de changement structurel. Mais dans la Ruhr, le poids énorme de l'industrie interdisait une solution radicale. Il fallait éviter la rupture structurelle. La Grande-Bretagne, berceau de l'industrialisation. Dans les années 1920, le nombre de mineurs dépassait largement le million. En 1984, l'État, propriétaire des mines, décide de rationaliser. Les syndicats appellent à la grève. Je m'attendais à une grève courte. La précédente, en février 1974, n'avait duré que 6 semaines. On avait fait quelques manifs, et hop, retour au boulot, avec de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés. Mais Margaret Thatcher, la dame de fer, est entre-temps devenue Premier ministre. Dès son élection, Thatcher a adopté une approche frontale. Elle n'a même pas essayé d'agir en sous-main. Elle savait que si elle parvenait à faire plier le syndicat des mineurs, aucun autre syndicat ne lui résisterait, parce qu'on était les plus puissants. J'avais conscience de l'enjeu de la grève. Je n'étais pas naïf. Ou bien on gagnait, ou bien on était mort. Le gouvernement a missionné un type, Ian McGregor, qui était connu pour restructurer des entreprises, en d'autres termes, pour virer les salariés. Dès sa prise de fonction, et sans aucune consultation avec les syndicats, il a annoncé « D'ici lundi, on ferme 5 puits. » Comme ça. 1984, le compte à rebours est lancé. On était 180 000 mineurs. Les centrales électriques fonctionnaient au charbon. On était la colonne vertébrale du pays. J'étais sûr qu'on allait gagner. Pour les syndicats, l'enjeu était de montrer que ce n'était pas simplement une histoire de salaire, que le combat portait sur la préservation de tout un monde, d'une communauté et d'un mode de vie, et qu'il concernait les générations futures. En élargissant le débat, on espérait galvaniser l'opinion publique. Ce sera une bataille épique, impitoyable contre les temps qui changent. La grève des mineurs britanniques va durer 1 an. L'incident le plus célèbre de toute la grève a eu lieu à Orgreave. Il y avait une coquerie qui livrait l'industrie sidérurgique. On voulait organiser un blocage. Il faisait terriblement chaud ce jour-là. Je portais un t-shirt, une paire de baskets et un jean. Comment voulez-vous que je sois agressif avec une paire de baskets? Je n'avais pas de matraque, ni quoi que ce soit d'autre dissimulé dans mes poches. Mais la police montée nous a chargés. Un policier à cheval me coursait à travers champs. J'entendais sa matraque fendre l'air quand il essayait de me frapper. Mais j'ai dû courir plus vite qu'Usain Bolt ce jour-là. On était le sel de la terre. On avait la réputation d'être des durs. On était admirés pour le travail dangereux qu'on effectuait au fond. Et du jour au lendemain, on est devenu l'ennemi intérieur, les loupards à bottes crantées. Notre réputation en a pris un sacré coup, à cause de leurs tactiques absolument détestables. En 1985, au lendemain de la confrontation, l'ampleur des dégâts s'est avérée bien pire que ce qu'on avait pu imaginer. Le secteur minier était en miettes. Dès que les mineurs ont repris le travail en mars 1985, les puits se sont mis à fermer les uns après les autres. On aurait dit un effet domino.
Chaque semaine, on annonçait une nouvelle fermeture. Et aucun plan de transition n'avait été élaboré. La mine fermait, au revoir. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de travail par ailleurs dans ces régions, qui se sont progressivement désindustrialisées. En 1920, la Grande-Bretagne compte 3000 mines. En 1984, elles ne sont plus que 180. Depuis 2015, il n'y en a plus aucune. Et rien d'autre d'ailleurs. Je viens de South Shields, au nord-est de l'Angleterre. La ville compte 80 000 habitants et il n'y a plus aucune mine. Le plus gros employeur local, c'est un centre d'appel de 350 salariés. Il n'y a plus de chantier naval, plus de mines de charbon, plus d'usines sidérurgiques, plus rien. La transition s'avère plus douce sur le continent. Dans la ville d'Essen, la mine Zollverein est aujourd'hui un monument architectural et industriel inscrit au patrimoine de l'humanité depuis 2011. Vous n'imaginez pas comment ces 100 hectares ont changé. Entre-temps, on a recréé 1000 emplois ici. Musées, restaurants, entreprises et universités se partagent aujourd'hui le site. Une destinée inimaginable à la fermeture de la mine en 1986. Classer une mine monument historique, c'était du jamais vu. La municipalité d'Essen, la Ruhrkohle AG, même la population était contre la conservation du site. Réaffecter une mine, pour nous, c'était de l'utopie. Un site qui fermait, c'était un site qu'il fallait détruire. Et qu'on n'en parle plus. À partir des années 1980, la crise de l'acier vient s'ajouter à celle du charbon. En 1997, l'Allemagne compte encore 17 mines et près de 80 000 mineurs. Nous nous sommes battus jusqu'au bout pour le sauvetage de l'exploitation houillère allemande, en tant que mineurs et en tant que syndicalistes. Dans notre entreprise, nous étions syndiqués à 90%. Nous avons manifesté. Je me serais beaucoup battu dans ma vie. Peut-être pas jusqu'au dernier souffle, mais jusqu'au dernier recours. Nous avons bloqué les routes. Nous nous sommes fait entendre avec des slogans comme « Mine fermée, ville fantôme ». Unser gesamtes Bestreben wird darauf ausgerichtet sein, dass keiner ins Bergfreie fällt. L'industrie minière est entrée en phase de liquidation. C'était en 2000. Il a fallu négocier un plan social et élaborer un plan de reconversion qui allait inévitablement aboutir au licenciement de 12 000 salariés. J'ai dû régulièrement réunir le personnel pour leur annoncer que c'était la fin. Les gueules noires ont lutté pendant 150 ans. Pour la sécurité au travail, un niveau de vie décent, la liberté et des garanties sociales. Puis, l'heure de la fin a sonné. Et toujours ils se sont battus les uns pour les autres. Fiers de cette histoire, ils se montrent inquiets pour l'avenir. Ce qui a toujours fait la particularité de la mine, c'est qu'on y embauchait aussi des gens qui n'étaient pas forcément les plus qualifiés. Dans mon équipe, certains étaient juste chargés du nettoyage. Je disais, Karl, tu nettoies de là à là, et quand j'ai fini mon poste, c'est propre. Et quand je revenais, c'était propre. On donnait du travail à des gens simples. C'est fini, ça. Qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui n'ont pas de mention au bac? Vous allez leur dire de monter une start-up, d'inventer une machine à café qui parle? Il faut un certain niveau d'études pour ça. Et les autres?
Ils vont faire quoi? En France, la dernière mine ferme ses puits en 2004. Depuis longtemps déjà, l'approvisionnement énergétique du pays se passe du charbon. Les derniers vestiges d'une époque disparaissent. J'ai pas voulu y aller parce que j'aurais eu trop de mal au cœur. Déjà, la fermeture des puits de mine, elle était déjà dure pour nous. Alors je me suis dit, j'y vais pas parce que ça sera encore pire. Et puis j'aurais toujours ça dans la tête, que les derniers mineurs qui remontent, c'est fini. Alors j'ai préféré rester sur plutôt des meilleurs souvenirs. En 2007, il reste 8 mines et 33 000 mineurs en Allemagne, maintenus en vie par 3,5 milliards d'euros de subventions annuelles. Le couperet finit par tomber. La production s'arrête définitivement en 2018. Est-ce que c'était bien ou pas? C'était la décision, il fallait l'appliquer. Personnellement, j'aurais trouvé utile de garder une base, ne serait-ce que pour les sous-traitants de l'industrie minière. L'Allemagne est leader en matière de technologie d'extraction minière. Abatteuses, chargeuses à tambour, foreuses et systèmes de ventilation font le spectacle dans les salons professionnels. Cela reste un marché important. L'Allemagne exporte chaque année pour 6 milliards de machines d'extraction minière. On parle là de technologie allemande développée dans le pays. Ce secteur est condamné. Quand les mines auront disparu depuis un certain nombre d'années, le savoir-faire ne pourra plus évoluer. Et quand il n'y aura plus rien d'innovant à montrer aux clients, ils iront acheter leurs machines ailleurs. La RAG, nouveau nom de la Ruhrkohle AG, possède des centrales à charbon et des raffineries, mais aussi tout un parc immobilier. Une branche d'activité qu'elle désigne sous le nom de secteur blanc. Ce secteur est bénéficiaire. Depuis sa création, la RAG était également propriétaire des biens liés à l'exploitation, comme les centrales à charbon ou les logements des mineurs. Et ces activités-là étaient rentables. Elles sont à l'origine de la fortune qui a servi 20 ans plus tard à constituer le capital de la fondation RAG. En 2007, il a été décidé, essentiellement sous l'impulsion du directeur Werner Müller, de détacher les activités bénéficiaires des autres branches de la RAG. C'est ce qui a donné la société Evonik. Et à partir de 2019, les dividendes de cette entreprise serviront à financer les coûts liés à l'après-mine. Ni l'État, ni le contribuable n'ont à prendre en charge les conséquences à long terme de l'exploitation minière. La fondation RAG, créée en 2007, est le principal actionnaire d'Evonik. Evonik est une entreprise exclusivement active dans le secteur chimique et qui est florissante. Ses bénéfices sont reversés à la fondation qui a déjà thésaurisé des milliards d'euros. À partir du 1er janvier 2019, la fondation prendra en charge les coûts liés à l'après-mine, qui s'élèvent à environ 220 millions d'euros par an. Le paysage est marqué par les traces et les conséquences indélébiles de l'extraction. Le principal problème, comme au début de l'exploitation industrielle, c'est l'eau. Grosso modo, les coûts et les obligations de l'après-mine concernent deux domaines. Il y a d'une part le traitement des eaux de mine et d'autre part la gestion de la poldérisation, comme aux Pays-Bas. L'exploitation a créé des zones inondables qui nécessitent un drainage régulier des nappes phréatiques peu profondes et des eaux de surface. Les affaissements de terrain ont perturbé le flux des canaux et des rivières. Et des cuvettes de dépression se situent désormais en dessous du niveau des cours d'eau et doivent être protégées par des digues. Sans drainage, 1/5 du bassin de la Ruhr serait inondé. Deuxième composante de la gestion de l'après-mine, les eaux de mine. Pendant 200 ans, l'eau du sous-sol a été pompée pour les besoins de l'exploitation
jusqu'à une profondeur d'1,5 km. Actuellement, nous pompons environ 80 millions de mètres cubes par an dans le bassin de la Ruhr, un chiffre qui ne va pas sensiblement évoluer. Tant qu'il y aura de la pluie, il y aura de l'eau qui s'infiltrera dans les cavités et qu'il faudra pomper. Et pour ça, il faut de l'argent. Le niveau des eaux de mine monte progressivement dans les galeries. Arrivées à un certain point, elles sont pompées. Cela représente l'équivalent annuel de 650 millions de baignoires pleines. Un véritable travail de Sisyphe, éternel et sans fin. Il faut absolument éviter le contact entre les eaux de mine et l'eau des nappes phréatiques. Nous allons donc créer une distance de sécurité entre les deux. C'est-à-dire que le niveau des eaux de mine restera toujours 150 mètres en dessous du niveau du réservoir d'eau potable. L'exploitation n'a plus aucun poids économique en Allemagne. Une nouvelle ère commence. Cette année, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Les 2 dernières mines en activité vont définitivement s'arrêter. Il s'agit d'Ibbenbüren et de Prosperaniel à Bottrop, qui fermera le 21 décembre. Certes, tout le monde s'y est préparé, mais le jour J ne manquera pas de provoquer une vive émotion et beaucoup d'intérêt médiatique. J'aimerais qu'on arrive à dépasser le discours sur la lumière qui s'éteint, la page qui se tourne, les larmes qui coulent, etc. Pour montrer que malgré cette fin, la région fourmille d'idées pour la suite, pour créer une nouvelle dynamique. L'ancien bassin houiller et sidérurgique compte bien continuer à jouer les premiers rôles économiques. La définition d'une métropole, c'est une région qui possède un vaste rayonnement économique, culturel, politique et scientifique. En ce sens, je trouve ça assez bien de parler de métropole de la Ruhr. Cela affiche le niveau d'exigence et les objectifs qui doivent être les nôtres. Nous sommes encore loin d'être une région motrice sur le plan économique, notre rayonnement reste limité. Mais culturellement, nous sommes une vraie métropole. Le bassin de la Ruhr possède une culture forte et un paysage marqué par cette culture. Les mines de charbon et les usines sidérurgiques se transforment en parc aventure et en temple de la culture. La mine Zollverein est l'aire muséale la plus visitée d'Allemagne. Des événements culturels comme la Triennale de la Ruhr rayonnent bien au-delà des frontières du pays. L'espoir, c'est que cette culture industrielle contribue au renouveau économique. Il y a évidemment une certaine fierté à posséder tous ces vestiges, les témoins de notre passé. Et c'est en effet très imposant, sans aucun doute. Mais nous devons bien comprendre que nous sommes en plein dans une nouvelle révolution industrielle, mais aussi sociétale. Nous devons maintenant consacrer tous nos efforts à passer à l'étape suivante de la chaîne de valeur et nous demander comment trouver du travail aux jeunes, comment accompagner ce fameux changement structurel pour créer des emplois et offrir aux gens la liberté de s'accomplir. Le Trésor des Puits a créé une classe ouvrière et posé les bases de la justice sociale. Il a aussi été à la source de l'unification européenne. Une nouvelle époque remet en cause certains de ses acquis. Des entrepreneurs courageux et des mineurs combatifs ont fait grandir leur pays durant la révolution industrielle. Mais où sont les nouveaux révolutionnaires? C'est une forme de légitime défense. Mais il faut toujours des personnes qui refusent de se satisfaire d'une situation, qui se posent des questions et réfléchissent hors des sentiers battus, pour aller là où d'autres n'ont pas encore été. Bien sûr, il faut des start-up, des industries, des PME, mais il y a une chose qu'on ne verra plus, ce sont les grands groupes industriels qui portent tout un pays. Cette époque-là est révolue. Steiger
Plus ce monde disparaissait, plus les gens ont ressenti le besoin d'en retenir certaines choses, de ne pas l'oublier. Se souvenir, montrer d'où nous venons, c'est important. Ça l'est d'autant plus aujourd'hui, en 2018, alors que le mineur, le métier de mineur de charbon, est sur le point de disparaître en Allemagne. Ailleurs, la houille reste bien vivante. Près de 6 milliards de tonnes sont produites annuellement de par le monde, sur d'autres continents et dans d'autres conditions. Dans tous les grands pays producteurs de charbon, que ce soit la Chine, la Mongolie, le Vietnam, l'Ukraine ou la Pologne, la sécurité au travail et les conditions sont loin d'être aussi bonnes qu'ici. Au fond, nous avons délocalisé la question sociale, la question de l'exploitation des travailleurs, vers d'autres pays, tout en continuant d'en profiter. En 2018, l'Allemagne compte encore 2 mines et 3500 mineurs. La production est de 3,5 millions de tonnes de charbon par an. En 1957, elle avoisinait les 150 millions de tonnes. En fin d'année, une cérémonie officielle rendra une dernière fois hommage à la houille. Puis, ce sera le clap de fin. Il y a une chose à ne pas oublier. À la fin de l'année, nous allons extraire la dernière tonne de charbon. Mais cela ne veut pas dire que le charbon ne sera plus utilisé en Allemagne. Les importateurs de houille sont en excellente santé. Nous importons actuellement 60 millions de tonnes. Elles sont utilisées dans nos centrales à charbon et pour la production de coques et d'acier. La fin de l'exploitation minière nationale ne signe pas la fin de la houille en Allemagne. Une fin qui n'obéit pas à des impératifs écologiques. L'exploitation est tout simplement trop chère. La protection du climat n'entre pas en jeu, puisque les coqueries et les centrales à charbon continuent de tourner. Posons-nous la question aujourd'hui de ne sommes-nous pas allés trop loin en utilisant effectivement une source d'énergie qui amène une pollution et qui aujourd'hui peut être un frein à notre société puisque on sait les dangers que cela amène et engage pour l'avenir de notre planète. Les experts sont unanimes. Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, il faut que l'utilisation du charbon comme source d'énergie cesse en 2030 dans les pays industrialisés et en 2050 dans le reste du monde. Mais rien n'est signé. L'exploitation de la houille se poursuit et elle est loin d'être terminée. En Europe de l'Ouest, on regarde désormais dans le rétroviseur, non sans une certaine fierté. La société actuelle n'existerait pas si on ne s'était pas mis, il y a 2 siècles, à utiliser la houille comme source d'énergie et aussi comme substance carbochimique. Sans l'exploitation minière, il n'y aurait pas de société moderne. Il s'agit maintenant de défendre ces acquis alors que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Du charbon, il reste les chevalements et le souvenir d'une grande époque.